crise en RDC, oui, pas une crise interne quand même. On parle de la guerre d'agression, trop des facilitateurs, mais pour quelle finalité? On en parle dans ce numéro de votre magazine, La Cour des Aigles. Leur nombre est connu déjà de ceux qui sont forts en calcul mental. Même leur nom, ils se multiplient. Les anciens chefs d'État, des chefs d'État en fonction, Oyo, Lomé, même Luanda, qui était surnommée autrefois la capitale des échecs. Luanda a pris les choses à main. Comme dans chacun des numéros de ce magazine, la parole est libre et les vérités par moments griffent. Le pays est à nouveau convié à un dialogue dit inclusif. Des religieux, ceux en soutane et d'autres en col pastoral, s'activent aussi. Les émissaires défilent. Les facilitateurs se comptent presque à la chaîne. Mais une question s'impose, que cherche-t-on réellement? La cohésion nationale ou le repositionnement politique? Alors que c'est connu, Kagame fait la guerre à la RDC avec derrière lui des multinationales. Cherche-t-on la paix durable ou un simple réaménagement des équilibres du pouvoir au Congo-Kinshasa? Alors que la RDC traverse des tensions sécuritaires et politiques persistantes, déjà plus de 3 décennies. Ce dialogue, apparemment, qui commence à trouver de la place à l'interne, suscite autant d'espoir que de scepticisme. Trop de médiation, trop d'intermédiaires, d'autres vont dire trop de médecins, même des charlatans au chevet du malade. RDC, je dirais, au chevet d'un pays agressé. Et au bout du compte, quelle finalité concrète pour le peuple congolais? Pour en parler, autour de cette table, et sans langue de bois, Augustin Bissimois, à ma droite. Il est le secrétaire général du MDVC, mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Monsieur Bissimois, bienvenue. Merci beaucoup, Fabien. Vous êtes également coordonnateur exécutif adjoint en charge des questions des défenses et des sécurités à la coalition de la gauche congolaise. Votre leader dans cette coalition, c'est Kabunda Kabunda. Bien évidemment, voilà. À qui je salue tout en passant. Un homme qui est, il semble qu'il est très proche de Mongachuchu. Est-ce que vous, tel que je vous connais, MDVC, vous acceptez de vous afficher avec des gens comme ça? Bon, en droit, on dit qu'il appartient à celui qui allègue les faits de les prouver. Et voilà. Vous avez raison. Ça, c'est les juristes. À ma gauche, Freddy Moulumba, politologue, journaliste, ancien DG de la RTNC, évincé de la manière qui est connue de tous. D'autres disent c'est Kagame qui avait donné des injonctions parce que vous dérangez. Alors, vous êtes aussi éditeur de la revue Renaissance congolaise et vous êtes coordonnateur de l'ASBL Conscience nationale congolaise. J'ai dit l'essentiel, écrivain, bon, mais l'homme qui lutte pour l'émiettement et qui lutte pour le non-émiettement du Congo. Alors on ouvre ce partage républicain, ce n'est pas un débat des politiciens avec des injures, avec des propos par moments qui blessent.
Non, mais c'est un partage républicain. C'est comme ça que ça se passe dans la cour des aigles. Je commence par le politique. Monsieur le secrétaire général, vous êtes partisan ou défenseur d'un dialogue à l'interne. Le pays est agressé par Kagame. Est-ce que c'est un dialogue qui va amener Kagame à faire partir, à retirer les troupes de son armée et puis nous laisser calmes? Bien, je crois que cette question, elle est la bienvenue, mais je me dis que par rapport à l'évolution de la chose, c'est une question qui ne mérite plus d'être posée maintenant, parce qu'on est déjà en train de réfléchir sur comment convoquer les dialogues. Et donc cette question a longtemps été débattue et nous y avons personnellement présenté beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et donc si vous voulez qu'on y revienne, on va le faire pour l'intérêt de téléspectateurs. Et donc, voilà, le pays est agressé, l'agresseur est connu. À l'interne, vous n'avez pas ceux qui jouent avec Kagame ou l'agresseur sont connus, les nommés Kabila, Nanga et sa bande. Et puis, à l'interne, il y a des gens qui sont en connexion avec ce groupe des politiques. Moudekereza, le président national de votre parti, et vous-même, je vous connais, vous êtes des patriotes, des nationalistes. Alors, ce dialogue, quel est son vrai sens? Oui, Fabien, vous savez, moi j'ai toujours fait référence à la médecine. Le médecin, sa force, c'est parce qu'il ne commence pas tout de suite à présenter, n'est-ce pas, des actions curatives avant de procéder par les diagnostics. Ça veut dire qu'à tout moment qu'il voudra proposer tel médicament pour traiter un malade, il procède d'abord par un diagnostic afin de comprendre d'abord de quoi souffrent les malades. Alors, la RDC, la guerre actuelle, il faut d'abord arriver à la comprendre. Et pour la comprendre, il importe également d'interroger certains facteurs. Et il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qu'il faut interroger pour se poser des questions si nous sommes en mesure de la gagner militairement. Nous sommes de ceux qui avaient soutenu depuis très longtemps, et jusqu'à maintenant, nous soutenons nos FARDC, nous soutenons les patriotes Ouazalendo qui se battent sur terrain. Même jusqu'à maintenant où je vous parle, dans mon groupement, je peux vous dire que le M23 contrôle mon groupement à 10% seulement. Parce qu'il y a des jeunes qui ont dit non. C'est dans le groupement de Moudaka, territoire de Kabaré. Ces territoires de Kabaré, jusque-là, n'est contrôlé peut-être qu'à 20% par les rebelles. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes qui résistent parce qu'il y a une notabilité qui a dit pas question. Nous connaissons depuis quand vous interrogez un peu les 3 siècles, c'est les Bashi. Vous allez comprendre que c'est une guerre idéologique, c'est une guerre même expansionniste où le Rwanda a des ambitions depuis longtemps. Et nous avons conseillé qu'il ne faut pas que le gouvernement nous fasse croire que c'est une guerre de 30 ans. Non, nous connaissons que c'est une guerre qui a commencé depuis très longtemps avec les mêmes ambitions. Et si on ne fait pas attention, on va dérouter, n'est-ce pas, la population par rapport à ça. Si tel est le cas, une guerre dont vous connaissez l'origine et surtout le vrai motif, pourquoi vous les appelez de rebelles? Écoutez, je suis en train d'expliquer. Pour un dialogue à l'interne. Je suis en train d'expliquer la question que vous avez posée, à moins que vous n'ayez pas besoin d'explication. Je vous écoute. Et donc, je disais qu'il faut d'abord contextualiser la question. Et même en droit, il y a ce qu'on appelle le conflit interne, mais internationalisé. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un conflit interne, mais internationalisé. Parce qu'en amont... Dites-vous, en amont, c'est un conflit interne internationalisé. Actuellement, laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à ça. Nous sommes en face d'un groupe. Est-ce qu'on va refuser que Nanga n'est pas congolais? Mais ce groupe-là est soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila est célébré dans ce pays comme héros national, oui ou non? Oui, il a pris les armes, soutenu par le Burundi, l'Ouganda et même le Rwanda.
Peut-être qu'ils ne connaissaient pas les ambitions de ceux qui les soutenaient, mais au moins on ne peut pas refuser que Mouzé n'était pas rebelle. Alors aujourd'hui, nous sommes en face d'un groupe armé congolais soutenu par l'extérieur. Et donc là, vous y avez déjà la dimension, n'est-ce pas, rébellion et la dimension agression. Et il faut voir des choses comme ça. C'est comme ça qu'au niveau de la coalition de la gauche congolaise, nous avons conseillé qu'il y ait des démarches à 2 niveaux. Premier niveau, chercher à avoir, n'est-ce pas, un accord avec le Rwanda, parce que nous sommes là dans un conflit internationalisé, et un conflit interne, chercher aussi à trouver un accord avec les M23, l'AFC. Vous avez répondu à ma première question. Avec des petites sous-questions. Et l'autre question était de savoir, est-ce que les dialogues... Oui, maintenant j'en reviens. Vous dites que maintenant les choses se précisent. Je vous ai suivi en introduction, à l'entame, justement. Qui va organiser ce dialogue? Avec quel pouvoir? Dialoguer avec qui? Et où? Si vous êtes mieux informé que moi. Alors, j'étais disant que les facteurs endogènes et les facteurs exogènes ont démontré que si le plan militaire, il était impossible, pas impossible, mais difficile de gagner cette guerre. Parce que l'organisation interne, si le plan politique, et si le plan militaire, ça pose problème. Et déjà, lorsque nous sommes dans cette situation-là, eh bien, quand vous analysez depuis la prise de Bunagana, jusqu'au niveau où l'agresseur ou les rebelles, comme vous voulez, s'étaient retirés d'Ouvira sur demande des États-Unis. Ce n'est pas parce que nous les avons vaincus militairement. Et donc cela signifie déjà qu'il y a des problèmes très sérieux au niveau de la gestion politique de la guerre et au niveau de la gestion militaire de la guerre, un problème se pose. Nous sommes avec vous dans ce pays. Vous ne répondez pas à ma question. Vous êtes maintenant avec qui de démontrer pourquoi il faut aller au dialogue. C'était la question posée au numéro. Vous avez posé la question de savoir pourquoi les dialogues. Et la deuxième question, c'est de savoir maintenant avec qui dialoguer, où, organiser par qui, avec quel pouvoir. Voilà. Alors, au fait, j'aime beaucoup quand vous conduisez les débats parce que vous avez aussi besoin de débattre aussi. Au fait, aujourd'hui... Non, mais nous sommes, sommes dans un partage républicain. Tout à fait. Je ne suis pas un arbitre en train d'opposer 2 équipes. Non, nous sommes dans un partage républicain. Des questions que je pose sont des questions pour éclairer l'auditorium, donc les téléspectateurs. Voilà. Et donc, la question que vous posez maintenant est avec qui dialoguer? Nous avons sollicité un dialogue global inclusif. Et aujourd'hui, il y a des avancées parce qu'on parle, n'est-ce pas, d'un dialogue intercongolais. Et même lorsque vous voyez la lettre que nous avons écrite aux Nations Unies, là nous sommes en février, c'était en juin 2025, nous avons demandé à l'ONU de ne pas garder silence face à ce qui se passe dans notre pays. Parce que ça aura été piétiner la charte des Nations Unies lorsqu'on accepte qu'un pays marche sur un autre et qu'un mouvement prenne le pouvoir par les armes, eh bien ça aura été légitimé, n'est-ce pas, la prise du pouvoir par les armes. Et là nous avons discuté. Alors aujourd'hui, le décor est planté, c'est un dialogue global inclusif et le président Tshisekedi a aussi accepté ce dialogue inclusif, mais il dit que pas avec ceux qui ont, n'est-ce pas, versé le sang. Et je le lui concède. Mais si le dialogue a pour objet chercher la paix, eh bien, on fait la paix avec qui? C'est ça le débat. Vous êtes dans le questionnement, alors que j'attendais de vous des réponses pour éclairer justement les téléspectateurs. Où, par qui, avec quel pouvoir et où, et quand, ça, c'était des questions précises. Mais vous êtes allé, comme tout politique, dans vraiment l'argumentaire. Freddy Mulumba, vous avez suivi Oscar, plutôt Augustin Bissimois. Vous êtes convaincu que cette fois-ci, c'est le bout du tunnel. Enfin, les Congolais vont se parler.
avec même ceux qui ont aidé Kagame à tuer, à verser le sang chez nous, pourvu que le pays retrouve la paix. Oui, je pense que là, il y a, dans un pays, il y a encore des élites lucides. Quand se pose un problème, on interroge l'histoire. Ça, c'est un des deux. On doit s'interroger l'environnement international, le monde dans lequel on vit. Commençons par l'histoire. Ce n'est pas les premiers dialogues qu'on a organisés. Dialogue intercongolais, ça s'est passé où? En Afrique du Sud. Pourquoi? On a déplacé les dialogues congolais, intercongolais, jusqu'en Afrique du Sud. Et moi, je me rappelle, j'étais encore au le potentiel. Quand Mobutu a accepté qu'on fasse la conférence souveraine, et on a élu le président Tshisekedi, donc le doyen, le papa Tshisekedi Étienne, comme Premier ministre. La conférence nationale souveraine avait échappé aux Occidentaux. Et je me rappelle, il y a M. Lebat, c'est un Mauritanien, il est encore en vie. Il y avait un conflit au niveau de la conférence souveraine. Lebat est venu s'immiscer. Oh non, je viens réconcilier les Congolais. Et là, on a commencé des négociations, jusqu'à ce qu'on a déplacé le dialogue de Kinshasa jusqu'à Pretoria, qui contrôlait les multinationales. Mais quand ils ont trouvé que c'était très très difficile de faire ces dialogues, de faire d'abord, quand la conférence a échappé, ils ont armé Kabila, Kabila, on peut dire l'AFDEL, pour nous agresser. En fait, c'est quoi? Les gens ont tendance à oublier. Le Congo est le produit d'une compétition de grande puissance. Tous ces gens que vous voyez là, politiciens, là, ils portent des masques. Il n'y a pas de politiciens dans ces pays. Parce que s'il y avait des politiciens, c'est lire l'histoire, tirer des leçons. On a fait dialogue intercongolais, on a signé des accords depuis 2002. Ça a donné que les résultats. Vous pensez que vous allez encore faire notre dialogue et vous aurez, comment dirais-je, encore de bons résultats? Les pressions sont nombreuses. Les pressions sont nombreuses. Les décors et la plantée, même des petits-enfants observent. L'Union européenne, avec la Belgique, dit on ne peut pas laisser Trump seul dans la gestion des minéraux critiques. J'ai suivi un député belge au Parlement, Botenga, en train d'étaler au grand jour les choses. Cette Union européenne est également derrière les religieux qui mettent Tshisekedi mal à l'aise ici, catholiques et protestants, pour pouvoir faire pression avec leur homme Ncholet. Il y a aussi d'autres pressions. L'Union africaine ne veut pas laisser les choses. Lourenço est à côté de nous, voisins. S'il est sincère, seul Dieu le sait. Lomé est là avec le fils Eyadema, président du Conseil des ministres. Il n'est pas loin de l'Élysée. Avec Obasanjo, très actif, il vient également de quitter Brazzaville. Ils sont nombreux, les anciens chefs d'État. Il y a Kamba Dodo qui vient aussi de se réveiller là. Il est envoyé par Tshisekedi. C'est encore la grande question. Finalement, il y a une confusion. Le peuple, lui, il souffre. Jusque maintenant, la paix tarde. On ne fait que lui gaver de tous ces discours comme si dialogue, ça viendrait remplacer la nourriture dans son assiette. Alors, Moulumba, regardons les téléspectateurs en face, répondez. Je peux vous dire ceci. Moi qui suis passé beaucoup de temps dans la presse, je suis politologue. Cette histoire va se régler par une grande guerre. Une guerre de libération. Une guerre qui va faire à ce que le peuple congolais récupère ses richesses pour son bonheur. C'est là où nous partons. Il y a tout un cycle du capitalisme prédateur qui s'est refermé aujourd'hui. À Kinshasa, on ne comprend pas parce que
On ne lit pas, on n'apprend pas l'histoire de ces pays. Trump a déjà mis le Congo sous protectorat américain. On ne croit pas à l'élite congolaise. On ne croit pas. Il y aura un temps, on va tout balayer. Parce que cette élite... On sait qui? Les Américains vont tout balayer. Retenez ce que je vous dis là. Parce qu'on ne comprend pas les véritables enjeux. Les enjeux, ce n'est pas le partage de pouvoir ici entre individus pour manger, construire des maisons. L'enjeu pour l'Amérique, c'est la Chine. Une compétition rude. Mais comme ici, on ne s'informe pas, les gens pensent qu'ils vont se réunir à Luanda, ils vont trouver une solution. Erreur. Il y aura une très grande guerre. Kagame et Museveni vont quitter ces pays sans dialogue. Écoutez un peu. Le homme DVC avait écrit à l'ONU. Laisse-moi, je termine les raisonnements. Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa, à moins qu'il soit parti. Nous sommes en direct. Et vous sentez qu'il a commencé à consulter. Est-ce que vous êtes maître de votre destin? Je te dis ceci. Et retenez ce que je vous dis ici. Que les gens revoient les émissions que j'avais faites, ça fait à peu près plus d'une année. J'avais dit, si Trump devient entre la Maison Blanche, ce problème congolais sera résolu. L'Amérique a décidé de mettre de l'ordre au Congo. Lisez les documents. Ceux qui font du bruit là, c'est vrai, ils portent le masque pour les intérêts étrangers. Mais ils ne vont pas s'en sortir. Réalisez l'histoire entre 60 et 65. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la session katangaise a été réduite en ayant par les Nations Unies? Pourquoi en 2012, on a chassé M23 de Goma, ils sont partis se réfugier au Rwanda et en Ouganda? Réalisez l'histoire. Une chose est sûre, nous sommes dans une guerre de libération. Ceux qui font la guerre sur les terrains, les maïmaï, ne sont pas dans des bureaux ici, ne sont pas en cravate. Hein. Ils meurent pour leur propre terre. Le peuple meurt pour leur propre richesse. Mais les élites veulent profiter pour bien vivre. Le problème du Congo, c'est l'élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Réalisez la géopolitique, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je vois déjà, c'est vers 2030 qu'on aura la stabilité. 2030. Parce que l'Occident... Bon, entre 2020... Vers 2030... Entre 2026 et 2030, ça fait 4 ans. 4 ans. Il faut encore 4 ans. Oui. Il faut que les Congolais meurent. Il faut qu'ils meurent de faim. Je t'informe que c'est pas question de Congolais ici. C'est question d'équilibre de force entre grandes puissances. Dans leur calcul, vous n'existez pas. Ces gens ont fait l'esclavage, la tête négrière, la colonisation. Vous pensez qu'ils seront là pour vous? Nous devons beaucoup réfléchir. Les drames, c'est qu'on n'a pas l'essence de l'histoire. On ne tire aucune leçon. De toute façon, nous faisons du boulot à la télévision. C'est le peuple qui est le patron. Il ne faudra pas régler les comptes. Hein. Oui. Augustin, jouez-vous, comme Freddy le soutient, le jeu de globaliste? Vous, les partisans du dialogue et de dialogue intercongolais ou global inclusif, c'est-à-dire, ce sera avec Nanga, ce sera avec Kabila, entre guillemets, ce sera avec tous ces tueurs en série, tous ceux qui sont allés répondre à l'appel de Kagame. Vous savez, Fabien, les gens pensent que ceux qui ont demandé les dialogues sont moins sérieux ou ils sont idiots. En fait, on ne veut pas aller au-delà pour comprendre qu'aussi longtemps que le pouvoir en place n'a pas réussi à maintenir la défense de l'intégrité du territoire national, parce que si l'armée pouvait se comporter comme il faut, si l'État congolais, le gouvernement, pouvait accompagner l'armée, l'organiser comme il faut, personne ne parlerait de dialogue aujourd'hui. Ça vient faire quoi si nos territoires sont maintenus comme ça a été avant la prise du pouvoir par le président Tshisekedi? Qui est-ce qui demanderait le dialogue aujourd'hui si nos territoires n'étaient pas pris? Qui en demanderait? Est-ce que nous en avons besoin? Je vais vous dire qu'il y en a qui estiment que nous, par exemple, au niveau de la coalition de la gauche congolaise, nous avons un leader qui a accepté de quitter la table, pourtant garnie.
Jean-Marc Kabound a accepté quitter la table pourtant garnie. Seulement parce qu'il a exigé que les choses puissent être bien dessinées par rapport à la gestion du pays. Il dit, j'accepte de démissionner. Cher ami, tout le monde n'est pas à la recherche du pouvoir. Moi qui vous parle, Augustin Bissimois, je suis à l'opposition depuis déjà 9 ans. Mais chez moi, il y a beaucoup de leaders qui ont des partis politiques et ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent donner de l'emploi. Nous ne sommes pas chercheurs d'emploi dans ce sens-là. Nous nous battons. Et donc, c'est pour vous dire que... Mais fort de ça, Augustin, vous n'êtes pas quelqu'un d'inconnu dans la sphère politique congolaise. Votre constance, probité sont connues. Même le président de votre parti, M. Moudekereza, qui est plus aux États-Unis, il vient beaucoup plus quand il y a des grands rendez-vous électoraux au pays. Alors, dites-moi, comment avez-vous accepté de rejoindre Kabound dans cette fameuse coalition de la gauche congolaise, quand vous savez que Kabound n'est que dans l'opposition il y a quelque temps. Et si c'est un jeu entre lui et Tshisekedi, peut-être pour une alternance à l'interne, comment vous avez mordu à l'hameçon de Kabound? Oui, Fabien, permettez-moi de revenir sur un élément par rapport à ce qu'a dit mon frère Freddy, que je respecte beaucoup pour ses analyses depuis très longtemps, parce que, au fait, ils sont rares ceux qui réfléchissent pas tant à notre pays. Oui. En tout cas, moi, je reconnais qu'il est parmi ceux-là qui sont respectables dans ce pays. Et bon, on en déplaise évidemment, il peut y avoir des penchants. Mais au fait, vous savez, ce qu'il a dit, c'est très important. Il estime que la guerre est finie. Je le lui concède. Mais je me dis aussi qu'il faut qu'on analyse le comportement de certains leaders au niveau international. Tenez Fabien, nous avons signé un accord avec les États-Unis. Ça s'appelle sécurité contre minerais. Ok? Pendant que les discussions commençaient déjà et que l'ONU sort une résolution qui demande à ce que le Rwanda retire ses troupes, directement on amène notre président de la République à Washington pour signer un accord avec Kagame. Et c'est un accord de cogestion. Est-ce que vous comprenez où je suis en train d'aller? Ça veut dire que si déjà nous étions dans l'idée que l'accord sécurité contre minerais était pour nous une garantie, on ne pouvait plus accepter qu'on nous amène dans cette histoire d'accord avec le Rwanda. Parce que déjà, nous sommes allés chercher un soutien, un grand soutien. Et le grand soutien, c'est les États-Unis. Nous lui donnons nos minerais critiques contre sécurité. C'est ça, les libellés de cet accord-là. Mais maintenant que lui nous invite à Washington, et il nous demande, bon, il faut trouver un accord avec Kagame. On l'a fait. Et dans cet accord, il dit, bah, écoutez, au-delà de cet accord, il faut à Doha pour trouver aussi un accord avec l'M23. On a évolué, on est à Doha, ça patauge. Et l'M23 AFC prend, avec le Rwanda, ils prennent Uvira. Et qu'est-ce que Washington fait? Il dit, retirez-vous d'Uvira. Seulement d'Uvira. Pourquoi seulement d'Uvira? Alors que, étant donné que c'est une force, qui a eu nos minéraux, enfin, pas sur les places, sur papier déjà, il avait la possibilité de dire, Kagame, retirez-vous. Dit, M23, retirez-vous de tous les territoires que vous occupez. Mais il n'a pas fait. Est-ce que cela ne doit pas nous amener à réfléchir et comprendre que, parce qu'en 2023, le docteur Justin Moudekereza, candidat président de la République, il dit avec nous que le Rwanda n'est que chien de chasse et qu'il faut chercher les maîtres. Mais maintenant, quel est ce maître qui va accepter de sacrifier directement comme ça son chien, sans lui trouver, n'est-ce pas, des morceaux, n'est-ce pas, de la chair? Je crois que nous sommes dans ça. On peut nous distraire. Il y a lieu de dire, vous pouvez être surpris de voir que directement Washington peut descendre à Lualaba, Kolwezi commence à exploiter les minerais critiques alors que le M23 est toujours à Goma et Bukavu. Nous disons qu'il faut qu'on fasse attention parce que les loups ne se mangent pas. Et donc, je suis convaincu que le pays a fait un grand pas,
Mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne vont pas faire à notre place. Ce que nous devons faire à notre niveau, c'est de nous organiser. Même s'ils sont là, ce n'est pas à eux de venir nous sécuriser. Non. Ce n'est pas à eux d'amener l'armée américaine pour maintenir notre sécurité. Ils ne seront pas, ils vont seulement sécuriser les sites miniers, mais ils ne vont pas sécuriser la République. Alors, l'enjeu de la géostratégie va s'inviter, il l'a dit. Et donc, si les grands décident de parler, les grands, parce que la Chine a beaucoup d'intérêt aussi avec les États-Unis, si le plan de la coopération commerciale et tout ce que vous voulez. Alors, si les grands et la parlent, Chine est justement dans cette bande de la déstabilisation de la RDC. La Chine, les minéraux qui passent par le Rwanda vont aussi en Chine, en grande partie. Et la Chine est complice dans la déstabilisation du Congo, même si elle vient par la grande porte avec des contrats révisés en termes de milliards. La Chine est dedans. Ce sont les Américains qui l'ont révélé. Il n'y a Alors, pas que la Chine. Vous ne croyez pas. C'est ce que j'ai dit. Vous ne croyez pas en Trump. Alors, si tel est le cas. Non, on ne va pas croire en politique. Non, je dis, si tel les est le intérêts, cas, ouais. si tel est le cas, les décors tels que vous l'avez planté, alors, qu'est-ce qui amène cette cécité politique de croire que c'est quand vous allez vous retrouver à Luanda chez Lourenço, d'ailleurs, qui pompe le pétrole sur les eaux territoriales, l'océan Atlantique, oui. Sur l'océan Atlantique, avec en contrepartie une enveloppe dans laquelle beaucoup de politiques se retrouvent ici. Ce pays, c'est une affaire bizarre. Alors, ou même si vous rentriez en Afrique du Sud à Sun City, qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? Parce que en 2001, Sun City, c'était 2002, non? 2002, oui. Oui. Vous avez confié la politique, la défense et la sécurité au Rwanda à travers Roubaix-Roi. Et puis, voilà, et la gestion des finances, c'était l'Ouganda, voilà, c'est connu. Alors, qu'est-ce que vous donne des garanties que vous allez résoudre donc, la paix durable va venir de ces pourparlers? Oui, bonne question. Moi j'aime beaucoup Platon, parce que Platon, lorsqu'il parle de la gestion de la cité, il catégorise les personnes par rapport à leur aptitude naturelle, à leur capacité naturelle. Il vous dit qu'il y a les doués qui sont appelés à gérer la société. Il vous dit qu'il y a les courageux qui doivent faire l'armée et la police. Et il parle des autres, j'oublie les noms, mais qui doivent faire l'économie. Et donc, c'est pour vous dire sincèrement qu'au stade actuel, il y a des gens qui, jadis, ne croyaient pas qu'il faut un dialogue. Et j'ai dit plusieurs fois au président Tshisekedi, je lui ai écrit plusieurs, je lui ai dit, Excellence, que ceux qui vous disent non au dialogue et ne vous disent pas oui à quoi, doivent être révoqués de leurs fonctions s'ils sont conseillers. Vous ne pouvez pas interdire les dialogues comme voie de résolution de la crise ou de la guerre, mais vous ne présentez pas une autre voie alternative. C'est bloquer la machine, c'est vouloir au fait s'éterniser alors qu'on est en train de perdre à plate couture. Qui devra être à ce dialogue? Mais maintenant, ces dialogues-là... Oui, qui devra être à ce dialogue honnêtement? Non, mais aujourd'hui, sur le plan d'abord de l'objet, nous voulons rechercher la paix et la cohésion nationale. Monsieur Bissimois, qui devra ou qui devrait être ou faire partie de ce dialogue? Qui devra être à la table? Mais non, ça s'appelle dialogue. Ce sont les parties prenantes. Les parties prenantes aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a la guerre dans notre pays. Oui, et que dans la partie Est, il y a un groupe qui empêche que Kinshasa ne contrôle pas son territoire. C'est le Rwanda, n'est-ce pas? C'est le Rwanda. Et l'accord existe déjà avec le Rwanda. L'accord existe déjà avec le Rwanda. Et aussi, le gouvernement est à Doha avec l'M23. C'est là que nous voulons qu'il y ait de l'honnêteté politique et scientifique. Vous dites non, jamais je ne vais pas dialoguer avec l'M23, alors que vous êtes avec eux à Doha en train de dialoguer. Qu'est-ce qu'on cache?
Je voudrais Monsieur rappeler l'histoire. Monsieur quand même. Moulumba, une réaction rapide. Apparemment, vous êtes choqué. Je suis très déçu. Notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. L'histoire se répète. Comment ça? Le temps que j'ai passé au potentiel, j'ai couvert, donc j'ai suivi les dossiers d'M23. Comment elle est devenue des CNDP, M23 et comment la crise a été résolue. Obama, en 2012, il a appelé Kagame et retire ses troupes, des troupes. Kagame a retiré les troupes, notre armée, les FARDC, ont chassé les M23, ils sont partis se réfugier au Rwanda et en Ouganda. Pendant cette période, ils étaient en négociation à Kampala. Qu'est-ce qu'ils demandaient à Kampala? Qu'on leur donne la gestion de l'Est. Je dis en 2013. Qu'on leur donne la gestion de l'Est pendant 5 ans. On les chasse du Congo, avec notre armée, avec les Nations Unies. Ils vont signer des documents séparés à Nairobi. Je pense le 12, je ne sais pas quel mois, en 2013. Le gouvernement congolais a signé un document. Donc il a fait une déclaration et M23 a fait sa déclaration. C'est comme ça que la crise a été résolue. Ça va se répéter. On va les chasser de notre territoire. Ils vont aller en Ouganda et au Rwanda. Ces gens qui cherchent le dialogue là, ils se trompent d'époque. Ça ne va pas se répéter. Parce que maintenant, ce qui se passe à l'Est, c'est la survie de l'Amérique en tant que grande puissance. On s'en fout de tous ces petits politiciens. Ils s'en foutent. L'Amérique a signé un accord stratégique avec le Congo. Moi, je demande aux Congolais, il faut lire ce document-là. Attentivement. Donc, ce que Trump a dit, il faut lire. Cette guerre est terminée. Je vous dis que c'est une parole d'évangile. Je t'informe ceci. Mais Augustin dit aussi, s'il vous plaît, M. Moulumba, que le Rwanda n'est qu'un sous-traitant. Les multinationales américaines, européennes, canadiennes, ce sont elles qui dirigent le monde, ce sont elles qui utilisent Kagame, donc et le Rwanda. Et maintenant, dire que la guerre est terminée, ces multinationales n'ont pas encore dit leur dernier mot, M. Moulumba. Il faut très bien connaître la politique étrangère américaine. Entre la parole et la pratique, il y a toujours un fossé. Il faut étudier la politique étrangère américaine. Actuellement, il y a un affrontement entre Trump, qui on peut appeler souverainiste, et globaliste. Ceux qui étaient à la base de la guerre LAFDEL, ceux qui étaient à la création de l'État indépendant du Congo. Parce que l'accord qu'on a signé aujourd'hui, ça remet en cause tous les intérêts étrangers. Je ne sais pas si on se rend compte. Les Américains ont dit très clairement, nous mettons l'ordre dans les mines congolaises. Les droits américains, la loi américaine, toutes les entreprises américaines qui viendront ici, seront protégées par la loi américaine. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez la plupart des entreprises américaines qui sont dans le coup, ici, tout comme au Rwanda, ils ne sont pas domiciliés à Washington, pas en Amérique. Ils sont au Canada, ils sont en Suisse, en Europe et d'autres pays dans les îles Vierges. Ils ont peur de la loi. Donc, l'arrivée de l'État américain avec ces entreprises ici, je vous assure, ça met les autres mal à l'aise. Obasanjo, les Qatar, ils ont beaucoup investi au Rwanda. Le Qatar a investi 1,4 milliard pour le raffinage de l'or. Or, le Rwanda ne produit pas de l'or. C'est l'or congolais. Il a construit un grand aéroport de 2 milliards de dollars. Et si l'Amérique amène ses entreprises avec les lois américaines, est-ce que le Qatar sera capable de travailler? Parce qu'on a dit, on doit respecter la souveraineté congolaise et l'intégrité territoriale. Même si les entreprises sont basées au Rwanda pour raffiner, on doit respecter les lois congolaises. Donc il n'y aura pas de pillage. Même si les entreprises sont basées au Rwanda pour le raffinage, c'est-à-dire que nos minéraux devront absolument passer par le Rwanda? Non, pas absolument. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Pourquoi ça traîne? D'abord, il y a un problème de chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, l'Amérique n'a pas toutes les usines pour raffiner les matières premières.
C'est-à-dire que ça passe par le Rwanda, ça va aller en Malaisie, Thaïlande, en Chine et d'autres pays européens. C'est comme ça que ça traîne. Parce que n'oubliez pas, la plupart des grandes entreprises technologiques américaines sont installées en Chine. Donc les matières premières passent par là, donc ça passe par la Chine, et puis les entreprises américaines qui utilisent beaucoup plus, ce n'est même pas la Chine. Ceux qui sont à Kigali avec les entreprises, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons. Leurs noms sont connus. C'est eux surtout qui ont peur de la loi américaine. Parce qu'ils mettent leurs pieds chez eux là, ils sont arrêtés. On ne dit pas en Amérique. Mais comme ce sont des mafieux, qu'est-ce qu'ils font? On va créer... Laissez se terminer. C'est Sonto qui en tête Kagame. J'ai dit, non, Kagame n'est qu'un petit négrier. On va créer des faux Congolais, des faux opposants, à qui on donne l'argent. Allez faire la politique comme ça. Dès que vous allez négocier, nous serons représentés quand vous serez au gouvernement. Ce qui se passe maintenant. Ces gens qui se disent qu'ils veulent le dialogue, ne le veulent pas pour les intérêts du Congo. Laisse-moi terminer, mon frère. Pourquoi? La première chose, même si on est tous idiots, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a tué plus de 20 millions de Congolais. On occupe le pays, on pille le pays, on vient vous dire, allez négocier avec ces gens-là. Vous acceptez. Donc, il y a toute une classe politique qui est complice. C'est comme ça que moi j'ai dit qu'ils seront balayés par l'histoire. Attendons jusqu'en 2030, on reviendra encore ici pour discuter. Vous étiez, jusqu'à hier, l'une des formations politiques crédibles. Vous n'étiez pas dans des combines des politiques pour accéder à un poste. Vous déclarez quand les urnes parlent, eh ben, ils acceptent l'essor des urnes par vous-même qui êtes sur place. Comment êtes-vous entré dans ce jeu? Mulumba a-t-il tort dans ce qu'il vient de dire? Quel est vos moyens de défense? Non, mais ce ne sont pas des moyens de défense, parce que nous ne sommes pas à la barre. Nous ne sommes pas à la barre. Et si nous y étions, je porterais ma toge. Et au fait, moi non, je pense que... jamais ici la barre. Oui, moi je pense que Mulumba est libre de dire ce qu'il pense, parce que c'est un Congolais au nom de la liberté d'expression. Ça tient la route quand même. Écoutez, tout ce que moi je recommande, je l'ai toujours dit, la sagesse, l'intelligence et l'anticipation. Ce sont des choses très importantes. Vous savez, les sentiments et les émotions ne peuvent pas nous conduire à finir, sinon on l'aurait déjà fini. Parce que en termes de sentiments et d'émotions, on a beaucoup, on a plein comme ça. On a plein comme ça. Parce que si c'était les sentiments et les émotions, aujourd'hui, la population, n'est-ce pas, de l'Est ne pouvait plus continuer à souffrir. Parce qu'on a beaucoup de gens pareils. Mais je me dis sincèrement qu'au stade actuel, je l'ai dit d'ailleurs ici, que si le gouvernement pouvait se comporter comme il se doit, avec tout ce qu'il a comme charge, comme mission, l'article 74 de la Constitution donne au plan public les prérogatives de protéger l'intégrité du territoire national. C'est le serment qu'il a pris. Et donc, si aujourd'hui, on aurait vraiment se comporté comme il se doit, personne ne parlait du dialogue. Mais aujourd'hui, quand je vous dis sincèrement que Trump est là, il a signé son accord, il l'a déjà. En tant que commerçant, il regarde. J'ai posé la question à mon aîné Mulumba, de nous dire, lorsque Trump demande au M23 de quitter Uvira, qu'est-ce qui a manqué à Trump de demander au M23 de quitter également Bukavu et Goma? Parce qu'il en avait le pouvoir, comme on estime qu'il est très puissant. Mais il dit quitter seulement Uvira. Pourquoi seulement Uvira? Là, c'est en attendant. Non, il a dit quitter seulement Uvira. En attendant. Non, je dis Trump a dit quitter seulement Uvira. Mais les faits sont là. Ça, c'est votre analyse Non, personnelle. mais pourquoi? Les faits sont là. Ils ont quitté Uvira. C'est Uvira qui était concerné lorsqu'il a donné le mot d'ordre. Mais il y a l'accord. Mais maintenant, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais l'accord en question, veut qu'il y ait dialogue. Les dialogues ici dont il est question, c'est cité dans l'accord. Je ne sais pas si mon aîné Freddy a trouvé ces... Dans quel accord de... Non. Mais lisez l'accord de paix. Non, moi, les accords de paix sont des papiers. D'abord, personne n'y croyait. Aucun accord n'est... Tous les accords sont papiers. L'accord de paix, là, personne n'y croyait. Parce que Kagame lui-même, en parlant, n'était pas très clair. Il y avait un problème. Le seul accord qui tient debout, c'est
l'accord de partenariat stratégique. C'est là où tout est dit là-bas. Alors, cet accord-là... Laisse-moi terminer. Oui, non, c'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui ai la parole. Non, c'est moi qui avais la parole. Allez-y, oui. Alors, si déjà, c'était ça mon inquiétude. Oui. Nous avons donné nos minéraux contre sécurité. Eh bien, l'Amérique devrait déjà se comporter en conséquence. On n'avait plus besoin d'avoir l'accord de paix avec les Rwandais. On n'en avait plus besoin. Et donc, cela veut dire que nous devons aussi utiliser l'intelligence. On ne peut pas seulement dire on a signé, ça suffit. Il y a des choses que Trump ne fera pas pour nous. C'est comme ça que quand vous voyez même au niveau du Congrès américain, vous allez vous rendre compte que désormais, il y en a qui soutiennent aussi cet dialogue. Mais c'est le lobby de Kagame. C'est le lobby de Kagame. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Tous ces bandits-là, maintenant, nous faisons quoi face à ça? Nous nous préparons à faire la guerre. Ah bien, c'est ça. Alors, les facteurs endogènes... J'ai dit, c'est l'armée qui fait la guerre, ce ne sont pas des politiciens qui font la guerre. C'est ce que j'ai dit. Et on fait l'armée, on brise notre peuple, nous mettons tous ces bandits dehors. Ça, c'est la solution. Votre dialogue avec les détournements, avec les détournements des biens publics tous les jours. Vous êtes déjà dans l'autre chose. S'il vous plaît. Pour que vous puissiez terminer justement votre temps maintenant, autant des médiateurs, j'ai cité déjà, la liste elle est longue. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment, ça se passe ailleurs? Un pays comme ça, agressé. L'Union africaine n'ouvre même pas la bouche. Et puis, vous voyez autant des médiateurs, autant des médecins, même des charlatans, autant d'aventuriers, même de gens qui ne sont plus en fonction, venir. Le vieux Obasanjo, là, il a sa fondation, mais il peut faire les chants au Nigeria. Regardez tout ça. Vous pensez que après, il y a la croix chez nous qui consulte. Vous avez déjà vu ça où, Augustin Bissima? Oui, c'est ce que je vous disais. Oui. Si nous parlons de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Si nous avions un gouvernement qui avait compris, parce qu'au lieu de gérer la République comme il se doit, renforcer les systèmes de défense, ils ont eu à se livrer dans les détournements des deniers publics. Aujourd'hui, on en paye le prix. Vous avez entendu parler, moi je suis de l'Est, il y a des gens qui vous disent, on nous donne les armes, mais les armes en question ne sont pas adaptées. Entre-temps, les fonds sont sortis pour acquisition d'armes. Vous avez connu ça, non? Et aujourd'hui, il y a des gens en prison. Il y a des officiers en prison pour ça. Oui, Et donc, avec cette situation-là, vous vous rendez compte que si le gouvernement pouvait se comporter en responsable, nous ne serions pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'amuse contre nous parce que nous nous étions comportés comme des irresponsables étatiques. On vous dit, tout l'argent des projets arrive, on se les partage d'abord et après on cherche des solutions après. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Donc moi je pense, si nous refusons, si nous voulons que les gens ne s'amusent pas contre nous, nous devons être sérieux dans la gouvernance. J'ai vu un mot de trésor où le gouvernement a besoin de 70 millions. Que ceux qui ont de l'argent amènent au gouvernement, le gouvernement va prendre 70 millions et rembourser après. Et donc, ça s'est fait, je suis d'accord que ça s'est fait, ce n'est pas une mauvaise pratique, mais souvent cela arrive lorsque le gouvernement est en difficulté, en déficit sur le plan financier. Et donc, je vous dis sincèrement que nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Voilà. Personne ne pouvait venir blaguer avec nous si on s'est comporté en conséquence. À cause de ces erreurs, il faut accepter tous ces gens, et à l'interne, les gens en Soudan, mais qui accepte? Est-ce que moi, Augustin Bissi, moi, je gère le pouvoir? Est-ce que moi, je gère quel secteur? Qui accepte? Qui accepte? Qui est-ce qui a eu, n'est-ce pas, le pouvoir du peuple? Qui a prêté serment? Monsieur Mulumba, est-ce que le pouvoir ne fait pas preuve de beaucoup de faiblesse lorsqu'on accepte tout le monde peut venir. Madame Catherine Panza, présidente de la transition en Centrafrique, on a vu également tous ces anciens chefs d'État. Finalement, on ne comprend plus rien, que ici ça devient un terrain où tout le monde peut venir bouffer et puis chercher à faire la médiation. Est-ce que ce n'est pas quand même de trop? Tous ces médiateurs. Je pense que sur le plan philosophique, on devrait se poser une question.
pourquoi les gens demandent le dialogue? Ça fait combien de temps que les gens exigent? Je rappelle ici, au mois de mars l'année passée, on ne parlait pas du dialogue. Hein. Nanga a fait une déclaration, préparez-vous, nous serons à Kinshasa. Ils étaient sûrs. Moi, j'avais des informations. Ils étaient mieux armés, infiltrés à tous les niveaux. Qu'au mois de mars, on allait changer de gouvernement à Kinshasa. De système de pouvoir. J'ai dit qu'on allait chasser Félix du pouvoir. Nanga a déclaré, ce n'est pas par hasard. Les milieux mafieux américains étaient derrière. Ceux qui étaient à la base de la guerre fidèle, qui sont avec Igali. Kagame était sûr avec sa bande. Premier problème, premier élément. Deuxième élément, on a tenté d'assassiner Tshisekedi, ça fait combien de temps? Il y a plusieurs personnes qui sont en prison. Tentative d'assassinat. Laisse-moi terminer, c'est important. Dit que non. Moi, il y a des officiers en prison à cause de la mauvaise gouvernance. Non, je ne vais pas dire ça avec ça. Ça, ce sont des querelles de politiciens. Moi, ce n'est pas politicien. Notre peuple doit savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Imaginez-vous, si le projet de Nanga avait réussi, qui était parti au pouvoir, on allait faire le dialogue. Imaginez-vous, si aujourd'hui on avait fait un coup d'état militaire, ils allaient faire le dialogue. Ils font le dialogue parce qu'ils ont échoué. Et ce qui vient encore perturber leurs calculs, c'est le discours de Trump à Washington. Je ne sais pas si on se rend compte. Un président d'une grande puissance, super puissance, il dit, voici un homme qui aime son peuple, un homme de confiance. C'est un Vous le laissez. Laissez-moi terminer. Les Américains, il est en train d'interpréter. Ouais. Les Américains sont différents des Européens. Ce que Trump dit, ce n'est pas la flatterie. Et je vous assure, il y aura des cadavres. Et retenez ce que je vous dis là. Il y aura des cadavres. On ne peut pas laisser ces pays dans les mains des aventuriers, des voleurs et des voyous. 30 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis passé à Lubumbashi au Katanga. J'ai vu les mines qui exploitent les Chinois. Un pillage à ciel ouvert. Personne ne parlait. Kagame volait, jusqu'à aujourd'hui, des milliards de dollars de la vente de cobalt, pardon, de coltan. Et donc l'argent à qui? De toute façon, c'est la fin de l'aventure. Ceux qui ne comprennent pas, on viendra écrire l'histoire ici. L'histoire va dire, va révéler, peut-être les jeunes gens qui viendront après nous vont dire que Félix Tshisekedi et Trump ont sauvé le Congo. Parce que pour ces gens-là, le Congo n'existait pas. Tous les milieux qui parlaient du Congo ici. Personne. On peut tuer des Congolais. On a tué des Congolais. Moi, j'étais à Nituri, à Komanda. 41 personnes. On tue comme ça, personne ne parle. Obasanjo, t'es où? Non. Je pense qu'il faudrait... Obasanjo n'est pas le président. Laisse-moi terminer, mon frère. S'il vous plaît. Je te laisse parler. Terminez. Notre drame, c'est d'avoir qu'on n'a pas les élites qui ont des ambitions de grandeur et des volontés de puissance. Voilà le problème congolais. L'Angola, là, n'est pas plus grand que nous. Tout comme l'Afrique du Sud. Comment on peut avoir des élites moyennes qui préfèrent que les étrangers viennent les sauver? Le problème du Congo, la classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut la changer, c'est tout. On n'a pas d'autre choix. Alors, partisans du dialogue, avec quel agenda? Au finish, pour faire quoi exactement? Parce que vous n'avez pas pris les armes. Vous êtes fils du Congo, de la partie orientale. Et à Katana et à Kabaré, tout ça, les Congolais sont morts de la manière qui est connue. Vous avez perdu les membres des familles. Maintenant, dialoguer chez Lourenço, ou chez Sassou, ou ailleurs, ou chez Fort Nyasingbe. Rentrer. Pour quelle finalité? Est-ce que c'est vous qui avez pris les armes? Même ceux qui ont pris les armes là-bas, ils sont au service de Kagame. Or, Kagame est poussé par d'autres forces, d'autres puissances.
qu'est-ce qui garantit que Kagame va retirer ses troupes et puis après, nous serons en paix? Bon, la question, elle est pertinente. Mais je me dis d'abord par rapport au dialogue, le président de la République est le seul à avoir prêté serment. Il est libre de dire non et de s'assumer. Il est libre, ce n'est pas parce que l'opposition demande, il est libre. Mais où est-ce qu'il ira? Il va où? Parce que déjà la CENI avait présenté les calendriers et qu'il fallait déjà commencer les opérations. Nous sommes pendant la guerre d'agression, Augustin Bibi, moi. Vous nous parlez des élections. Vous connaissez déjà ce que je voulais dire? Mais vous nous parlez des élections. Mais est-ce que la CENI n'en a pas parlé avant-hier? Est-ce que la CENI n'en a pas parlé? Vous connaissez déjà ce que je vais dire avant. Peut-être que j'allais dire ce que vous dites aussi. C'est là que je parlais des émotions. Souvent, il faut qu'on soit un peu... Peut-être que c'est ce que j'allais dire aussi, ce que vous venez de dire. À moins que vous soyez un arbre ou un métal, non, c'est ce que pour ne pas avoir d'émotion par rapport à ce que le pays subit. Voilà, allez-y. Et donc, je vous dis sincèrement qu'aujourd'hui, le prince Tshisekedi est libre de dire non. Nous avons demandé les dialogues et nous lui avons présenté les raisons. Partout où il passe, vous avez parlé de l'Union africaine qui était silencieuse. Vous avez parlé de l'Union européenne silencieuse. Pourquoi vous ne mettrez pas ça dans ce qu'on appelle les facteurs exogènes très compliqués pour nous? Et maintenant que nous sommes aux États-Unis, une très bonne chose. Mais le comportement jusque-là des États-Unis, pourquoi ça ne peut pas nous intéresser aussi à comprendre qu'il allait plutôt demander au M23 de quitter Uvira, Bukavu et Goma, et que ça serait une très bonne chose. Pourquoi rester... On a ouvert l'aéroport international de Goma depuis hier. Mais maintenant, cette réouverture-là, dans un aéroport international et qui se situe dans une entité qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Et on ne veut pas qu'on réfléchisse. C'est lui qui réfléchit contrairement de ce que pensent Freddy et Tshisekedi. Bon, il est rwandais. Non, laissez les gens comme des... Quand c'est la nation, vous savez que dans un cabinet politique, il y a toujours beaucoup de chocs d'idées. Il y a beaucoup de chocs d'idées. Les gens peuvent discuter, il y a les pour et les contre. Et c'est comme ça que les chefs arrivent finalement à tamiser. Mais si vous voulez que nous ayons, n'est-ce pas, des pensées, n'est-ce pas, comment dirais-je, à tendance unique, eh bien, Tshisekedi, il va aussi être bloqué. Vous avez vu depuis que la guerre a commencé. Il prend cette position, tout le monde applaudit. Lorsqu'il la change, tout le monde applaudit. Et vous pensez vraiment qu'est-ce qu'on va... J'ai posé une question claire. Alors, la question que vous allez discuter, dialogue intercongolais, inclusif, global, au finish, pour arriver à quoi? Parce que l'agresseur est connu. J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai dit, c'est pour rechercher la paix. La paix. L'agresseur est connu, c'est le Rwanda. Vous allez chercher la paix. C'est vous qu'on agresse. Vous allez chercher la paix avec qui? Écoutez, oui. Vous voulez me ramener dans ce que j'avais déjà dit. Ce n'est pas pour quelle intention. Au fait, je vous dis que la guerre ici est à deux niveaux. L'accord existe déjà entre la RDC et le Rwanda. L'accord existe, oui ou non, c'est l'accord de paix. Mais maintenant, il n'y a pas encore l'accord aujourd'hui entre le gouvernement et l'AFC M23. Maintenant, ils discutent à Doha, les deux là. Laissez-moi finir. Les deux là, les deux se trouvent à Doha. Vous qui allez au dialogue, vous allez discuter. Au finish, la paix avec qui? Parce que c'est lui qui nous fait la guerre est là. Ne dites pas que je ne vous amène pas à Doha. Parce que le débat, ce n'est pas pour vous, c'est pour le public qui nous suit. Donc, et à Doha, le gouvernement est là avec l'M23, seul. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils se disent? Nous voulons les sécuriser, les contrôler tous les deux là. Nous voulons que dans un dialogue global inclusif, nous puissions aussi savoir les deux se disent quoi. Parce qu'on a invité l'M23 ici à Kinshasa, alors qu'il était à Goma, plutôt à Ouganda et au Rwanda, Freddy l'a dit. On les invite à Kinshasa pendant 14 mois. Le président n'est pas au courant. Et quand ils quittent Kinshasa, c'est là qu'ils reprennent les armes. Et vous ne voulez pas que nous on puisse savoir, les M23 se disent quoi à Doha? Nous voulons contrôler les deux. Parce que les uns cherchent à maintenir leur territoire, les autres cherchent à prolonger la guerre, parce qu'ils en tirent profit. Nous voulons contrôler tous les deux. Freddy, à Luanda, l'opposition dite
comment on appelle, interne ou non armée veut contrôler le gouvernement et la partie rwandaise. Vous avez la réponse déjà à la question quand même qui était suspendue, non? Non, il ne faut pas contrôler la partie rwandaise et le gouvernement congolais dans ce qu'ils discutent. Voilà pourquoi moi je suis d'avis qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses entre... Je ne sais pas, vous trouvez où la partie rwandaise dans ces... Non, moi, ça c'est moi. Ah, voilà. Je dis, mais la partie rwandaise, c'est les M23. J'ai dit ceci. Oui, moi je m'assume. Il n'y a pas M23 AFC, c'est le Rwanda. Il faut le dire. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Nous avons des politiciens. Ils peuvent aller négocier, discuter. Il faut qu'il y ait des scientifiques qui doivent monter la voie suivre. À ce dialogue? Pas au dialogue. Ça signifie qu'il faut que les médias, les universitaires parlent pour sauver le Congo. Notre classe politique n'existe pas. Les gens, tout ce monde, tu verras beaucoup qui font du bruit, ils vivent comment? L'argent vient d'où? Il y a toujours un parrain derrière. Il faut faire attention. Pour nos élites qui sont encore lucides, il faut engager un débat. Demander un débat contradictoire, pas avec les politiciens, parce qu'au niveau des intellectuels, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On engage un débat. Après ce débat-là, on peut dire des dialogues, s'il y a, ça va se dire dans quelles conditions. Qu'on ne laisse pas ces pays dans les mains des politiciens, on connaît les résultats. Peut-être que vous êtes encore trop jeune quand tu as eu la conférence nationale souveraine. Il y a eu un bon débat. Je fus étudiant. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire les débats comme dit-on la conférence nationale souveraine? Il n'y a pas d'élite. Chacun vient, il porte des masques. Soit il est pro-rwandais, pro-américain, pro-européen. Donc on ne défend pas les intérêts du Congo. Si on défendait réellement les intérêts du Congo, avant toute chose, comme Mukwege l'a dit, on ne peut pas aller au dialogue tant que les Rwandais et l'Ouganda nous occupent. Vous dites dialogue quoi? Voilà. Merci Freddy, merci Augustin. Nous sommes à la fin, un mot de la fin de tout un chacun. Augustin, vous êtes pour ce dialogue. Il faut contrôler ceux qui ont pris les armes, selon vous, et le gouvernement. C'est ça le sens de ce dialogue pour une paix durable. Est-ce que tous les ingrédients sont-ils réunis pour ce dialogue ou c'est encore des spéculations? Au fait, si on n'en veut pas, on n'est pas obligé. Le gouvernement est légitime. S'il estime qu'il est légitime, il peut refuser. Parce qu'on a l'impression que parce que nous en demandons, nous avons seulement la patrie. Et nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Parce que sur le terrain, s'il y avait inversion des tendances sur le terrain, s'il vous plaît, personne ne demanderait le dialogue. Suivez un peu ce que dit l'aîné Freddy. Il dit, tant que l'Ouganda et le Rwanda contrôlent notre pays, mais nous sommes en mutualisation de forces avec l'Ouganda. Les gouvernements avec l'Ouganda sont en partenariat. Entre-temps, l'Ouganda et le Rwanda nous font la guerre. Cet imbroglio-là, cette façon de gérer la chose publique, est-ce que vous comprenez comment on peut gagner la paix dans cette histoire-là? Et donc, les FARDC qui se battent contre l'ennemi, entre-temps, on lui fait croire qu'elle est en collaboration avec l'Ouganda, pourtant l'Ouganda nous fait aussi la guerre. Et donc c'est pour dire que dans ces marmailles-là, on ne peut pas trouver la paix. Donc c'est pour dire sincèrement que nous pensons, si on n'a pas besoin de ces dialogues, eh bien l'opposition est en mesure de dire, ok, utilisez les moyens que vous avez, que l'État vous donne, faites la guerre. Qui a refusé qu'il ne fasse pas la guerre? Qui a interdit à ce qu'on ne proclame pas la guerre contre un état de guerre contre le Rwanda? Qui a interdit? Merci. Qui a interdit qu'on reste dans le cessez-le-feu depuis la prise de Bunagana? Qui est-ce qui a demandé qu'on soit dans le CF tout le temps? Voilà. Et qui se battent. Nous avons besoin qu'on se batte pour gagner. Mais pourquoi on ne gagne pas? Pourquoi on n'évolue pas? Alors, gagner, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire d'un seul individu, seulement l'armée. Nos excuses parce qu'on a massacré un peu votre prénom, c'est Augustin. Donc, toutes nos excuses pour cette petite erreur. Freddy, vous pensez que
Tshisekedi est affléchi maintenant, même s'il est avec l'homme le plus puissant du monde, mais il a peur d'un jeu qui pourrait le balayer au niveau africain. C'est pourquoi il est entre Oyo, Lomé, Luanda. Vous savez, moi j'observe, ça fait plus de 30 ans que je suis dans les milieux politiques. Ce qu'il faut reconnaître, et ça je l'ai dit sans parti pris, Félix c'est là où on part. Et je peux vous rassurer, ces histoires vont s'arrêter d'ici 2030. On aura une nouvelle classe politique, on va construire une nouvelle armée, une nouvelle administration, une nouvelle justice, pour que nos enfants, nos petits-enfants viennent dans de meilleures conditions. Mais actuellement, on a trop de mercenaires. Il y a trop de mercenaires, il n'y a pas d'hommes politiques. Parce que les hommes politiques parlent des problèmes du coin. Tu sais, les temps que moi j'étais dans des bureaux ici, je fais les tours, donc de les Katanga jusqu'à Nituri, contact avec la population. Les gens pleurent. Mais les gens sont à Kinshasa, ils font du bruit. Si on était des hommes, tout le monde en tenue militaire, on arrête tous ces infiltrés là, on les met dehors, on sauve le pays. Mais les gens pensent qu'ils vont faire des discussions à la télévision, ils vont faire des débats à la conférence ou bien donc votre dialogue intercongolais, on va résoudre les problèmes. C'est faux. Il n'y a que la guerre qui va régler ces problèmes. Merci. C'est tout. Préparons la guerre. Voilà. Merci beaucoup à Freddy Mulumba. Augustin, je réitère ce remerciement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes les aigles en dehors de ce plateau. Retrouvez ce magazine le samedi à 9h, heure de Kinshasa, dimanche à 16h, en rediffusion bien entendu, et puis lundi à 20h, heure de Kinshasa. Merci de tous vos messages d'encouragement et surtout de votre souci pour ce pays. L'espoir est encore permis. À très bientôt.